Bonjour Éric Lombard. Bonjour. Vous êtes à la tête de la Caisse des dépôts. On ne connaît pas forcément cette institution, pourtant c'est le bras financier de l'État. C'est vous par exemple qui gérez une bonne partie de l'épargne des Français, toute celle qui est déposée sur le livret A. Vous êtes aussi le premier financeur du logement social en France. Vous êtes également actionnaire minoritaire ou majoritaire de plusieurs grandes entreprises, La Poste, RTE ou encore le groupe privé d'EHPAD Orpea que vous venez de sauver de la faillite. On va parler de tout cela. Mais d'abord un mot sur la situation économique actuelle en France. L'inflation alimentaire a pris le relais de l'inflation énergétique. La situation va durer au moins jusqu'à la fin de l'été, a dit avant-hier Emmanuel Macron. Est-ce que vous faites les mêmes prévisions que lui ? Alors d'abord, si on parle d'économie, il faut dire que la situation économique est très forte. L'économie française résiste vraiment bien à la période. Et effectivement, la difficulté qu'on a, c'est l'inflation. Parce que du côté du chômage, le chômage reste très bas. Et l'inflation, effectivement, continue à rester à un niveau assez inquiétant. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouverneur de la Banque de France dit qu'il va maintenir une politique de taux élevés. Et ça va probablement durer encore quelques mois, probablement jusqu'au début de l'année prochaine au plus tôt. On va essayer de ne pas se noyer sous les chiffres avec vous ce matin. Je voudrais simplement vous en donner quelques-uns. En 30 ans, la France est passée du 11e rang mondial en termes de richesse par habitant au 24e rang mondial aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, c'est préoccupant. Eh bien, depuis 20 ans, le pays s'est désindustrialisé. Et nos investissements dans l'économie ont baissé. Et donc, il est très important, et c'est ce qui est fait depuis plusieurs années, qu'on fasse revenir l'industrie dans notre pays et qu'on augmente les investissements. Et puis, on a aussi une question de quantité de travail, sans faire le lien avec les débats du moment. Je pense que tout le monde le fait que le chômage baisse est un élément très important. Le fait que le taux d'emploi des seniors augmente est aussi un élément très important, parce que plus les seniors travaillent, plus c'est efficace pour l'économie, et puis effectivement la durée de travail va être prolongée, ce qui aura un impact économique favorable. Reste qu'il y a un sentiment d'appauvrissement chez les Français aujourd'hui. Est-ce que c'est une réalité ? Alors non, parce que ce qui s'est passé l'année dernière, malgré l'inflation, c'est que les entreprises ont augmenté les salaires, et donc l'année dernière, il y a eu une légère augmentation du pouvoir d'achat. Pas suffisamment, là, l'augmentation des salaires disent beaucoup, pas suffisamment par rapport à l'inflation. Alors c'est vrai, enfin suffisamment puisque le pouvoir d'achat a augmenté, mais c'est vrai qu'en période d'inflation, comme on dit, les salaires courent après les prix. Et on aura le même sujet cette année, il va être difficile de distribuer du pouvoir d'achat alors que les prix augmentent rapidement. Mais les entreprises ont des marges de manœuvre pour pouvoir en tout cas protéger les salariés de l'inflation dans la plupart des cas. Et nous, c'est ce à quoi on appelle à la Caisse des dépôts. Et puis c'est vrai qu'il sera important dans les années qui viennent de distribuer plus de pouvoir d'achat, on y reviendra peut-être, oui. Mais la transformation écologique impose de distribuer du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Ce qui inquiète aussi certains aujourd'hui en France, c'est la dette, puisque la remontée en flèche des taux d'intérêt fait que cette dette nous coûte de plus en plus cher. Est-ce que la France est la Grèce d'hier ? Alors, pas encore. Pas encore. Pas encore, parce qu'on est un pays riche et on est un pays où l'impôt rentre bien. C'est une tradition française depuis très longtemps. En revanche, il y a une préoccupation que je partage. Nous sommes à 3 000 milliards de dettes. Et le taux d'endettement dépasse largement les 100% de la richesse nationale, les 100% du PIB. Oui. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui d'être plus rigoureux dans la dépense publique pour que les déficits baissent et qu'on cesse dans un premier temps d'augmenter la dette et que dans un second temps, on la réduise par rapport à la richesse nationale. Être plus rigoureux, ça veut dire passer par l'austérité. Quand on voit que l'objectif du gouvernement, c'est atteindre la barre du moins passer sous la barre des 3% en 2027, ça passera forcément par de l'austérité ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'austérité quand la dépense publique représente 56% de la richesse nationale, quand il y a des redistributions massives. Par exemple, sans les redistributions, le taux de pauvreté en France serait de 40%. Il est de 14%, ce qui d'ailleurs est encore trop élevé. Et dans un pays où, heureusement d'ailleurs, beaucoup de services publics sont accessibles gratuitement. Et vous dites qu'il va falloir se serrer la ceinture, donc les dépenses vont diminuer. Oui, enfin, les dépenses vont diminuer en relatif, mais on est à près de 5% de déficit annuel. Revenir à 3% de déficit, ce n'est pas l'austérité, c'est la bonne gestion. Mais c'est un gros effort à faire. Et c'est un gros effort à faire, d'autant que notre pays a l'habitude depuis très nombreuses années de dépenser plus qu'il ne reçoit sous forme d'impôts et de recettes diverses. Éric Lombard, 55 millions de Français détiennent un livret A. Au premier trimestre, il s'est même étoffé de quasiment 25 milliards d'euros. C'est un niveau inédit depuis 2009. Est-ce que c'est vraiment bon signe que les Français épargnent à ce point, ou est-ce que ça veut dire qu'ils sont inquiets pour les mois et pour les années qui viennent ? Alors, en réalité, le taux d'épargne est assez stable. Il est historiquement de 15%, en ce moment de 16%, donc il est assez stable. Ce qui explique la croissance du livret A, c'est beaucoup de transferts. Comme les taux sont devenus
positif. Et ça, c'est un élément vraiment historique. L'État emprunte aujourd'hui à 3%. Les Français qui ont de l'argent sur leur compte en banque ou même parfois sur leur assurance vie regardent et se disent ma foi, le livret A qui est garanti, qui n'est pas imposable, 3%, c'est une bonne affaire. Et donc, ils transfèrent beaucoup de fonds d'autres dépôts vers le livret A. Et cet argent, nous l'investissons. Donc, c'est un investissement utile pour les Français. On va en parler parce qu'il va notamment dans le logement social, sans vouloir provoquer un clash entre ces deux vénérables institutions que sont la Banque de France d'un côté et la Caisse des dépôts que vous dirigez de l'autre, puisque c'est la Banque de France qui fixe le taux de rémunération du livret A. 3% quand l'inflation est à 6%, est-ce que c'est assez ? Alors, d'abord, on se parle. Oui. Le gouverneur propose au ministre de fixer un taux. C'est le ministre qui décide du taux et on donne notre avis. Votre avis aujourd'hui, c'est quoi ? On augmente ou pas ? Eh bien, pour les personnes les plus modestes, il y a le livret d'épargne populaire qui rapporte 6,1%. Donc pour les gens les plus modestes, leur épargne est couverte de l'inflation. Après, c'est important de garder une hiérarchie dans les taux d'épargne. Et donc, il y a l'assurance vie, il y a le livret A. Ce que nous pensons, c'est que l'inflation est transitoire. D'ailleurs, le président de la République l'a dit. Donc, ce n'est pas la peine de faire du yo-yo avec le taux du livret A. Et moi, je souhaite que ce taux de 3% reste installé quelque temps. Mais probablement, quand l'inflation va décroître, ce taux va baisser. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Les banques, elles ne veulent pas ils ne veulent pas d'augmentation du taux du livret A car ça leur coûte plus cher pour rémunérer les clients. Donc, les 3%, on doit les garder au moins combien de temps selon vous ? Alors, le prochain rendez-vous, c'est au mois d'août, où le gouverneur donnera un avis, le ministre décidera. Dès lors que ce taux, ça sert de base au coût du financement du logement social. Il y a 170 milliards d'euros empruntés par le logement social. Moi, je forme le vœu que ce taux reste stable dans la durée. Le gouvernement envisage d'utiliser une partie de l'argent du livret A pour financer autre chose que le logement social, c'est-à-dire la relance du nucléaire en France. Est-ce que vous êtes le pied sur le frein en disant pas touche à la cagnotte des Français ? Pas du tout, parce que nous gérons au titre du livret A 350 milliards d'euros. Et ce que nous prêtons au logement social et aux collectivités locales, c'est les 2 tiers de cette somme, c'est 200 milliards d'euros. Le reste est investi dans l'économie française. Mais ces investissements peuvent tout à fait financer, par exemple, le développement du nucléaire ou d'autres activités économiques. Et au contraire, le plus cet argent est utile au développement économique, le plus nous, on est content dans notre mission qui est de développer l'économie. Donc vous avez sous le coude les 50 milliards d'euros qu'il faudrait pour construire les 6 EPR à venir ? 50 milliards d'euros, c'est la collecte nette qu'on a depuis un peu plus d'1 an. Oui, donc vous l'avez. Donc nous l'avons. Les Français l'ont, plus exactement. Les Français l'ont, parce que c'est l'argent des Français que nous gérons. Cela dit, le financement du nucléaire, ce ne sera pas que le livret A. Il y aura ce qu'on appelle des fonds propres, l'argent des actionnaires, et puis peut-être aussi d'autres formes de dette. Mais ça, c'est l'État qui en décidera. Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, est l'invité de France Info. Jusqu'à 9h, on s'interrompt pour le fil info à 8h41 avec Sophie Echel. À Mayotte, l'opération de destruction d'un bidonville d'un quartier de Koungou est suspendue. C'est une information France Info. Elle devait démarrer tôt ce matin. La justice, saisie en urgence par plusieurs familles, estime que ces démolitions sont une atteinte grave aux droits de propriété et qu'elles mettent les habitants en danger. Le Royaume-Uni commence ce matin à évacuer ses ressortissants du Soudan alors qu'une trêve de 72 heures a été acceptée par les soldats et les paramilitaires qui s'affrontent depuis 10 jours maintenant. Un conseil de défense sur le sujet aura lieu à l'Elysée à partir de 9h. C'est à la même heure que s'ouvre ce matin le procès du forcené de Dordogne à Périgueux. Plus de 300 gendarmes, dont des membres du GIGN, mobilisés pendant presque 2 jours pour retrouver cet ancien militaire accusé de violence sur son ex-compagne. C'était il y a près de 2 ans. Et puis la Comédie Française récompensée aux Molières avec 3 sacres pour le bourgeois gentilhomme, notamment celui de meilleur spectacle de théâtre public. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le directeur général de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, on l'a dit avant les titres, c'est la Caisse des dépôts qui finance en priorité la construction des HLM. Aujourd'hui, tout le secteur de l'immobilier s'inquiète des constructions et des ventes en berne. Est-ce qu'on est au bord d'un krach ? Alors, revenir à la base. D'abord, le logement social dans notre pays, c'est extrêmement important. 1 Français sur 5 y vit. Deuxième point, on l'a dit, les taux montent. Et quand les taux d'intérêt montent, ça fait baisser la valeur des biens immobiliers. Et donc, ça veut dire que les promoteurs sont moins incités à construire. Et puis, quand les taux montent, les Français peuvent aussi moins acheter avec le même revenu ou acheter moins de mètres carrés. Et donc, le secteur du logement est en train de s'ajuster. Néanmoins, il est essentiel que le logement social continue à construire.
C'est ça le défi du moment, que les acteurs du logement social continuent à construire, que les élus, que les maires donnent des permis de construire, parce que plus de 2 millions de personnes attendent un logement social en ce moment. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Près de 2,5 millions de ménages attendent un logement social. Et les organismes HLM disent qu'elles sont dans l'incapacité de construire les 125 000 logements nécessaires par an. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est une absence de volonté politique, puisque vous parliez à l'instant des maires, ou alors c'est juste parce qu'on n'a pas les moyens? Alors, on a les moyens. D'abord, le gouvernement a décidé d'un bouclier financier qui fait qu'un organisme HLM qui construit voit le taux d'intérêt de sa dette réduit de 1% pendant la première année, et ça, c'est en place. Et puis, on peut rallonger la durée des emprunts de façon à financer le rythme de construction qui est nécessaire. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Les financements sont là. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est la hausse du prix du foncier, malgré la hausse des taux d'intérêt. Et puis, moi, je pense qu'il faut vraiment que les élus se mobilisent. C'est vrai qu'on est dans une contrainte en ce moment, notamment à cause de ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que les élus ont une contrainte de ne pas artificialiser les sols, mais qui est une contrainte légitime pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, il faut construire sur des friches, il faut construire en hauteur, il faut faire de la seconde vie des bâtiments, en rénovant les bâtiments. Ajouter un étage aux HLM existantes. Rajouter 1 ou 2 étages aux HLM existants. Ce qui n'est pas toujours ce que souhaitent les habitants. Il y a un effort de pédagogie à faire, et puis une responsabilité que les élus doivent prendre qui n'est pas facile. Parce qu'effectivement, les Françaises et les Français n'ont pas forcément envie qu'on construise derrière chez eux, et pourtant, il faut le faire. Mais vous, par exemple, pour cette année 2023, vous allez financer davantage de HLM que l'an dernier ou pas? Alors, vous le voyez déjà l'an dernier, vous parliez à juste titre, il faut qu'on construise au moins 100 000 HLM par an, plutôt 110 000. L'année dernière, on était à 85 000. Oui. Donc on était très au-dessous, et je crains cette année qu'on soit au même niveau, ce qui est un niveau qui est honorable, mais qui est insuffisant. Ce qui veut dire que non seulement on ne désengorge pas le stock de demandeurs de HLM, mais qu'on l'augmente encore. Ouais. Et la réponse à ça, d'abord, c'est un effort qu'on doit faire avec les élus, de pédagogie, puis qu'on accompagne les élus dans cette prise de risque. Et les organismes HLM qui sont fédérés sous la présidence des MACOS, on est complètement en phase, on se parle souvent, pour aller convaincre les élus sur le terrain, à tel endroit, mais faites un HLM, et faites de la mixité aussi, parce que ce qui est important, c'est la mixité sociale dans les villes. Depuis le mois de janvier, il n'est plus possible de relouer un logement G+. C'est le diagnostic énergétique, sont les logements les plus énergivores. Est-ce que ça concerne des HLM, et combien? Alors, comme les HLM sont pilotés par 750 organismes à peu près, donc c'est organisé par des professionnels qui ont les moyens de le faire. Et donc la rénovation thermique des HLM, elle se fait, plus de la moitié des HLM ont déjà été rénovés, et donc on avance assez vite dans cette direction. Donc c'est pas tellement dans le secteur HLM que cette contrainte pèse, elle pèse surtout dans le parc privé, parce que les propriétaires privés, c'est assez compliqué de faire venir les artisans qui vont vous changer vos fenêtres, isoler votre toiture, même si à ma prime Rénov', qui est un dispositif public pour aider à cela, et j'encourage les Français à s'en saisir. C'est vrai que les Français tardent un peu à rénover leur logement. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas de compromis sur la transformation écologique. C'est une priorité absolue. Et donc, il ne faut pas ralentir cette modernisation du parc de logement, parce que sinon, on retarde le moment où on sera à zéro émission de carbone. Vous dites la transition écologique, c'est une priorité absolue à la Caisse des dépôts. Comment vous y participez? On y participe par tout moyen. D'abord, effectivement, en rénovant les logements sociaux, en finançant la rénovation des bâtiments publics, en finançant le verdissement de toutes les flottes de transport, parce que pour la transformation écologique... C'est les transports en commun, les bus, par exemple? Passer des bus aux bus électriques ou aux bus à hydrogène, comme à Dijon. On va financer les RER métropolitains que le président de la République appelle de ses voeux, parce que les transports collectifs, c'est meilleur pour la planète. Il faut aussi qu'on accélère le verdissement de notre économie et donc de notre industrie. Et donc on finance les industries vertes de demain, et puis les énergies renouvelables. Un projet sur 5 d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, est financé par la Caisse des dépôts. Mais comment vous les choisissez, ces projets? Est-ce que ce sont les élus locaux qui viennent vous voir en disant « j'ai ce projet-là et j'ai besoin d'argent pour le faire » ou alors c'est vous qui demandez aux élus locaux d'installer tel ou tel équipement dans sa commune? C'est les deux. On a un réseau très, très valeureux de professionnels qui sont en contact des entrepreneurs, qui sont en contact des élus, et soit qui vont aider à générer des projets, ou quand les projets arrivent, les porteurs de projets viennent nous voir et puis on met en place les financements, soit en fonds propres, soit en financement. Et ce qui manque, c'est les projets.
On a parlé de la collecte sur le livret A, donc nous avons les moyens, grâce à l'argent des Français, de financer cette transformation écologique. Il faut vraiment qu'on ait plus d'entrepreneurs, plus de personnes engagées pour faire ces développements. Est-ce que l'écologie, c'est rentable ? Alors, l'écologie... Ou est-ce que vous dites, cet argent-là, on ne lui demandera pas de rapporter autant que le reste ? Je vais inverser le propos. Ouais. Si on veut faire la transformation écologique, il faut que ce soit rentable parce qu'il faut quand même toujours que quelqu'un paye pour un projet. Et donc, il vaut mieux que le projet paye par les revenus qu'il génère. En revanche, si on veut faire la transformation écologique qui demande des investissements massifs, il faut accepter que la rentabilité du capital soit moindre que ce que demande aujourd'hui l'économie telle qu'elle fonctionne. Par exemple, installer une borne de recharge électrique, il ne faut pas demander un retour sur investissement en 2 ans, quoi. À la Caisse des dépôts, d'abord, on investit à très long terme et sur les projets d'intérêt général, on demande du 4% de rendement. Ce qui est beaucoup moins ce que demande un investisseur sur le marché financier. Et si on veut, encore une fois, la transformation écologique, c'est des investissements massifs, puisque c'est toute l'économie qu'il faut reconstruire. Et donc, il faut le faire, effectivement, avec des rentabilités moindres que ce qu'on a d'habitude. Éric Lombard, je le disais tout à l'heure, vous venez, enfin pas vous, la Caisse des dépôts, de prendre le contrôle du groupe privé d'EHPAD Orpea, soupçonné de malversation financière, de maltraitance également, depuis un livre enquête publié l'an dernier de Victor Castanet. Est-ce que c'est le rôle d'un groupe public, c'est-à-dire de l'argent du contribuable, de voler au secours d'un groupe privé qui a fait des bêtises ? Alors, on n'a pas encore pris le contrôle parce que, pour le moment, c'est le tribunal de commerce qui est en train de décider du plan et de la façon dont il va s'appliquer. Mais pourquoi c'est aux contribuables de payer pour les erreurs éventuelles commises par un groupe privé ? L'argent que nous gérons n'est pas exactement l'argent du contribuable, c'est l'argent accumulé depuis 200 ans, mais c'est l'argent des Français. Bien pour une raison très simple. Moi, je pense d'abord aux 280 000 personnes qui sont dans les EHPAD et dans les cliniques. Il y a aussi beaucoup de cliniques. Ces personnes, ces Françaises et des Français, ont le droit, s'ils sont menacés par un risque, à la protection que nous pouvons offrir. Il y a aussi plus de 70 000 aidants dans ces EHPAD. Et donc, moi, c'est d'abord à cette collectivité d'hommes et de femmes engagés au service de ceux qui sont dans la dépendance que je pense. Mais sans vous, ce serait passé quoi si vous n'aviez pas décidé d'aider Orpea ? La raison pour laquelle nous y avions été, c'est que sans nous, probablement, l'entreprise aurait été mise en liquidation. Et un groupe d'EHPAD en liquidation, je pense que ça pose un problème social et humain qui n'est pas acceptable. Par ailleurs, nous engagerons, si le tribunal en décide, ces fonds dans une entreprise qui va redevenir rentable, moins rentable qu'avant, parce que nous voulons que la priorité soit donnée au soutien des résidents, mais qui va devenir rentable. Parce que comme la Caisse des dépôts n'a pas d'actionnaire, nous n'avons pas vocation à perdre d'argent. Mais par exemple, quelle était la rentabilité avant et qu'est-ce que vous demanderez après ? Il y avait une marge recherchée qui était une marge d'exploitation qui est autour de 25%. Oui. Nous, on demande que ce ne soit pas plus de 20%. Et surtout, ce qui reste quand même beaucoup. Oui, mais encore une fois, la rentabilité, elle permet aussi de se développer, de rénover les EHPAD, d'investir. Mais par exemple, est-ce que vous allez imposer un taux d'encadrant minimum dans les EHPAD J'allais y venir. Bêtement, pardon de dire ça comme ça, mais des rations plus importantes dans les assiettes ? Alors, il faut évidemment que les résidents soient bien nourris, c'est une évidence. Nous allons imposer, mais l'actuelle équipe de direction qui fait un travail absolument formidable. La nouvelle équipe. La nouvelle équipe qui est là depuis 6 mois, elle fait déjà ce travail. On recrute en ce moment chez Orpea 800 personnes par mois. Et donc, le taux d'encadrant va passer au-dessus de 7, alors qu'aujourd'hui, il est de 6 pour 10 résidents. Sachant que la question du taux d'encadrant, ça dépend aussi un peu ça dépend complètement du niveau de dépendance des résidents. Mais nous voulons que ça devienne un groupe éthique, un groupe qui soit centré d'abord sur le soutien de ses résidents et de ses malades. Éthique même en étant coté en bourse. Oui, il n'y a pas... C'est possible. C'est possible, c'est même nécessaire. Mais si le capitalisme demain n'est pas éthique, je pense qu'il n'a même pas de légitimité. Voilà, donc tout groupe qui soit coté en bourse, qui soit mutualiste ou qui soit public, doit être éthique. L'éthique, ce n'est pas lié à la recherche d'un taux de marge, c'est lié à une nécessité sociale et je dirais politique. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et l'invité de France Info, 8h51, le fil info avec Sophie Echen. Donald Trump est à nouveau devant la justice aujourd'hui, procès pour diffamation à New York contre l'ancien président américain, intenté par une ancienne journaliste qui l'accuse de l'avoir violé dans une cabine d'essayage il y a une trentaine d'années. Il y a très peu de chances que Donald Trump assiste à l'audience. Elisabeth Borne dévoilera demain sa feuille de route pour les 100 jours à venir à la demande d'Emmanuel Macron. Selon les informations de France Info, la Première ministre présentera notamment un projet pour contrer les arnaques en ligne et le cyberharcèlement. Alors que les Pyrénées-Orientales connaissent actuellement une
sécheresse historique. La présidente du département demande au chef de l'État la mise en place d'un fonds de solidarité pour soutenir les secteurs agricoles et touristiques. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la frontière, l'Espagne s'apprête à vivre un épisode de canicule exceptionnel. Plus de 30 degrés attendus sur la quasi-totalité du pays dans les prochains jours, jusqu'à 40 dans le sud, en Andalousie. C'est 10 à 20 degrés au-dessus des normales de saison. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, vous faites partie de ceux qui constatent et qui regrettent même l'écart grandissant entre les rémunérations des dirigeants et celles des salariés. Comment on le réduit, cet écart ? Eh bien, il y a probablement des règles à retrouver qui étaient celles d'ailleurs du capitalisme tel qu'il fonctionnait après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un partage bien plus grand. Il y avait un écart moindre entre les rémunérations des dirigeants et les rémunérations des salariés. Je rappelle qu'aux États-Unis, à ce moment-là, le taux d'imposition était de 90%, et même parfois de plus. On a oublié ces points-là. Et la rentabilité du capital était moindre, parce que la priorité, elle était donnée à la reconstruction et à la croissance. Sauf que là, c'est plus du tout le même contexte. Qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans ? Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de partage, c'est moins efficace. C'est moins efficace pour l'ensemble des femmes et des hommes, avec effectivement un écart entre l'augmentation de richesse de ceux qui ont un patrimoine et le fait que ceux qui n'en ont pas n'en ont toujours pas. Donc on voit bien que le système dysfonctionne et qu'il n'est pas efficace pour les gens, et il n'est pas efficace non plus pour la planète, parce que ça ne permet pas de financer les investissements nécessaires à la transformation de notre économie. Donc comment on réforme tout ça ? Il faut retrouver un nouveau consensus, il faut retrouver le consensus des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui acceptent de prendre soit plus de risques, soit qui acceptent une rentabilité moindre, c'est ce que nous allons faire sur Orpea, au service de l'intérêt général. Et puis il y a tout un tas de secteurs économiques qui fonctionnent déjà comme ça. Moi, je ne vois pas de raison pour laquelle les investisseurs privés ne rechercheraient pas plus d'éthique dans leurs investissements. Et d'ailleurs, on le voit, les jeunes qui ont un peu d'argent à placer, ils vont beaucoup vers les fonds éthiques, vers des fonds de transition écologique, vers des fonds dont le principal objectif n'est pas la rentabilité, mais l'utilité. Et donc, moi, j'appelle de mes voeux un dialogue entre les parties prenantes qui permettrait de mieux réguler le capitalisme. On a l'impression que c'est plutôt un discours d'utopiste, là, que vous prononcez ce matin, parce que quand on regarde les résultats des entreprises du CAC 40, par exemple, c'est pas la logique qui domine, c'est pas cette logique-là qui domine. Est-ce qu'il faut en passer par des règles ? Pendant la campagne présidentielle, par exemple, Jean-Luc Mélenchon parlait d'instaurer un écart de 1 à 20 pour la rémunération du salarié et celle du patron. Est-ce qu'il faut en passer par là ? Alors, moi, je suis méfiant devant ce type de normes, parce qu'on est dans un monde très ouvert où les entreprises se déplacent, les sièges se déplacent. Et puis, par ailleurs, les entreprises françaises gagnent de l'argent, et franchement, c'est bien. Parce que ça leur permet d'investir, ça leur permet de rester indépendantes. Et donc, il ne faut pas non plus brider l'esprit d'entrepreneuriat. Simplement, on a besoin d'un meilleur partage. Et le meilleur partage, il est même indispensable, parce qu'on parle de transformation écologique. Mais c'est coûteux, la transformation écologique, pour les gens. Parce que si vous devez acheter une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture diesel. Si vous voulez isoler votre logement, ça coûte plus cher aussi. Et donc, on devra aussi distribuer du pouvoir d'achat. Donc, il y a convergence entre la nécessité écologique, l'impératif éthique et le fait de retrouver une nouvelle forme de régulation qui, pour moi, ne peut se faire que par un consensus entre les acteurs économiques, encore une fois, qu'on avait il y a quelques dizaines d'années. C'est de la bonne volonté, en fait. Ça peut marcher mieux que l'impératif réglementaire qui, s'il est appliqué dans un seul pays, ne fonctionne pas. Ça peut aussi s'engager au travers d'instances internationales. Moi, j'étais surpris. On a eu une réunion entre grands investisseurs mondiaux avec le secrétaire général des Nations Unies qui voulait regarder comment on rendait compte en termes écologiques de notre action. Que le secrétaire général des Nations Unies s'occupe de la façon dont les investisseurs rendent compte de leur action, j'ai trouvé que c'était quand même un progrès encourageant. Éric Lombard, vous êtes en quelque sorte le deuxième patron de la Poste, également, puisque la Caisse des dépôts possède 66% de l'entreprise. Quand le patron de la Poste, par exemple, supprime le timbre rouge pour le remplacer par un timbre numérique, est-ce que vous lui remontez les bretelles ? Alors, d'abord, on s'en est parlé avant. Vous savez, la Poste, c'est un immense réseau. C'est des dizaines, des centaines de milliers de facteurs qui, chaque jour, sont dans les villes, dans les rues, pour porter le courrier, pour porter les colis. Et ce grand service public français, il se trouve que, comme les Français écrivent beaucoup moins de courrier, il a perdu l'année dernière 1 milliard d'euros.
Et quand un service Vous voyez public- quand même le symbole des gens qui disent on nous enlève encore un petit morceau de service public. Je vois le symbole, mais quand un service public perd de l'argent, il faut veiller à l'adapter, sinon il risque de disparaître. Évidemment, la Poste ne disparaîtra pas. Alors, l'État compense à hauteur de 520 millions d'euros. Le reste est assumé par la Poste et de fait par la Caisse des dépôts. Donc, il y a un travail constant qui est fait pour maintenir la qualité de service. Et d'ailleurs, Philippe Val a beaucoup d'idées pour augmenter la présence et la proximité des facteurs, pour que les facteurs délivrent plus de services, aillent plus s'occuper des gens, porter des repas, porter des médicaments, porter le service public français dans les zones rurales. Ce Et n'était partout. pas une mauvaise idée donc de le Mais supprimer. il faut que ce service public soit soit quand même un tout petit peu complexe. soit équilibré. Et sur cette question du timbre rouge, Oui. la Poste l'aurait conservé si les Français l'utilisaient. Oui, ça ça représente Vous l'avez dit tout à l'heure, la moins vocation de d'un deux- service public, c'est pas toujours d'être rentable. Je suis d'accord, mais en l'occurrence, c'est moins de 2% des courriers, donc c'était devenu très marginal. Merci beaucoup, Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, invité ce matin de France Info. Bonne journée à vous. Merci à vous.